Bonjour à tous, bienvenue dans Questions d'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 pour cette nouvelle formule de 2 heures de questions au gouvernement. À 15h, vous pourrez suivre bien sûr en direct et en exclusivité sur LCP cette séance rallongée. Et puis à 17h15, on refait les CAG, on refait les questions au gouvernement. Nous reviendrons sur les temps forts de la séance avec 2 députés en plateau. Et pour vous faire vivre cette émission, cette séance et ne rien manquer de ce qui se passe à l'Assemblée, nous retrouvons salle des 4 colonnes Stéphanie Despierres et Clément Perrault, ainsi qu'Alice Rougerie qui se trouve dans les tribunes de l'hémicycle. Alors au sommaire de l'actualité aujourd'hui, malaise dans la majorité sur l'autorisation du port du voile lors des sorties scolaires. Le député Aurélien Taché convoqué par le parti après les critiques formulées à l'égard de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a dit qu'il n'était pas souhaitable de le porter dans la société. Top départ du marathon budgétaire à l'Assemblée. Le projet de loi de finances pour 2020 a été étudié en commission. Il est déjà sous le feu des critiques des Républicains, de la gauche et des écologistes. De tous ces sujets, on en parle, on en débat en plateau avec mes invités. Sandra Motin, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Isère. Marie-Christine Dalloz, bonjour. Bonjour. Députée Les Républicains du Jura. Et Frédéric Michaud, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des études à Opinion Way. Alors, le port du voile lors des sorties scolaires sème le doute dans la majorité. Les propos de Jean-Michel Blanquer disant qu'il n'était pas souhaitable de le porter ont été critiqués par le député Aurélien Taché. Il sera convoqué par le parti pour s'expliquer. On vous retrouve tout de suite, Stéphanie Despierres. Vous êtes à l'Assemblée où s'est tenue ce matin la réunion du groupe majoritaire. Est-ce que le malaise était perceptible ? Oui, Brigitte, le malaise était perceptible. C'est un moment d'acmé, de tension, reconnaît la députée de Paris, Olivia Grégoire. Il y a de très fortes divergences sur ces sujets, explique une députée venue de la gauche. Ce sont les limites, dit-elle, du venez comme vous êtes. Et c'est la même chose depuis le début de la création de ce groupe. Mais finalement, en réunion de groupe, le sujet n'a été abordé qu'une quinzaine de minutes. Édouard Philippe a d'abord parlé du budget. Les députés ont débattu du projet de loi de finances qui a commencé cette semaine à l'Assemblée. Ensuite, le Premier ministre a pris la parole. Il a d'abord rappelé la loi sur le voile en expliquant que le collaborateur occasionnel n'est pas tenu à la neutralité. Donc, que les mamans qui accompagnent les sorties scolaires pouvaient, selon la loi, porter le voile. Mais il a reconnu, il a expliqué, il ne faut pas être naïf. Ce qui se passe est une forme de domination. C'est un communautarisme qui s'installe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, a expliqué Édouard Philippe. Alors, faut-il changer la loi ? Eh bien, le Premier ministre n'a pas donné sa position. Il n'a pas donné d'avis, il a simplement précisé la question a le droit d'être posée et elle va l'être au détour d'une proposition de loi. Il faisait en effet référence à la proposition de loi de la droite d'Éric Ciotti qui veut lui interdire le voile dans les sorties scolaires. Et sur le cas précis d'Aurélien Taché, est-ce que les députés le soutiennent, Stéphanie ? Eh bien, écoutez, les propos d'Aurélien Taché à propos du ministre Blanquer ont choqué beaucoup, largement dans la majorité. Aurélien Taché a été un peu virulent. On va voir si ça se calme, a expliqué Olivia Grégoire. Aurélien Taché agace, mais ce serait bien qu'il accepte de débattre au sein du groupe et non pas dans la presse, lâche un autre député. Ce matin, en réunion de groupe, il n'a pas pris la parole. En revanche, quand on parle d'exclusion comme du parti, comme l'a réclamé Jean-Michel Blanquer, eh bien là, la majorité semble faire bloc autour d'Aurélien Taché, même chez ceux qui ne partagent pas ses convictions. C'est inadmissible qu'un ministre demande l'exclusion d'un député, explique un parlementaire. On ne va pas régler la question de la laïcité à travers la commission des conflits du parti La République En Marche. On n'exclut pas pour une idée. Si on commence à exclure, c'est le début de la fin. C'était la tonalité ce matin chez les députés de La République En Marche. Merci pour toutes ces précisions, Stéphanie Despierres. On en parle avec vous, Sandra Motin, puisqu'il y avait cette réunion du groupe ce matin, les propos du Premier ministre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Il y a effectivement des divergences, vous le reconnaissez, dans la majorité sur cette question du port du voile lors des sorties scolaires et plus largement de la laïcité. Je crois qu'il y a des points de vue différents. Maintenant, on a tous aussi une vision assez pragmatique des choses. Moi, je vais parler de mon expérience aussi, et notamment quand j'étais à Vaux-en-Velin, donc chef d'entreprise, où j'ai beaucoup côtoyé des mamans qui étaient voilées, et très honnêtement, et donc des établissements scolaires aussi, de façon très pragmatique. Si demain on interdit le port du voile pour les mamans qui accompagnent les enfants sur des sorties scolaires, il n'y a plus de sorties scolaires à Vaux-en-Velin dans certaines écoles.
C'est aussi simple que ça. Donc, vous n'êtes pas pour interdire le port du voile. Moi, je ne suis pas pour interdire ce port du voile dans les sorties scolaires. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord, et avec Gérald Darmanin, et avec Jean-Michel Blanquer, et avec le Premier ministre, c'est qu'on a un problème de communautarisme aussi dans certains quartiers. Mais pour le coup, vous êtes quand même en désaccord avec Jean-Michel Blanquer quand il dit que ce n'est pas souhaitable de porter le voile lors des sorties scolaires. La façon dont moi je l'entends, c'est que effectivement, on peut pas à la fin. On a toujours une vision et on a tendance, souvent quand on a une femme en plus, à chercher ou à calquer les raisons qui ont fait mettre un voile sur, qu'une femme peut évoquer pour choisir de mettre le voile. Je crois que la loi ne doit pas se préoccuper du choix des femmes de porter le voile. Par contre, elle doit se préoccuper de l'image que ça peut donner et de l'occupation de l'espace public par des signes religieux ostentatoires. Est-ce que c'est réellement souhaitable de laisser s'installer le communautarisme dans nos quartiers? Non. Clairement pas. Et en ce sens, donc c'est pas souhaitable, mais il ne faut pas légiférer pour vous. Mais je ne pense pas qu'il faille légiférer. Effectivement, on a une décision du Conseil constitutionnel qui me semble plus pragmatique aujourd'hui. La position du ministre Jean-Michel Blanquer, elle est tenable pour vous, Marie-Christine Dalloz? C'est pas souhaitable. Mais aujourd'hui, la loi dit c'est autorisé. J'écoute avec une certaine, et je trouve dommage cette polémique qui vient de s'ouvrir, mais quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale qui dit le port du voile n'est pas souhaitable. Enfin, où est-ce qu'en droit, on a cette terminologie n'est pas souhaitable? C'est autorisé ou c'est interdit? C'est quoi? C'est du et en même temps? Mais c'est du en même temps. Encore une fois, on est dans le en même temps classique. Pas souhaitable. Alors ceux qui vont effectivement, qui ne le souhaitent pas, vont considérer que c'est une infraction, et ceux qui le souhaitent vont dire bon, d'accord, c'est pas souhaitable, mais moi si je le souhaite, j'ai le droit de le faire. C'est pas ça la République. C'est pas à géométrie variable, et encore moins la laïcité. Enfin, je rappelle qu'aujourd'hui en France, on est sur un principe de la laïcité, et que ces signes-là ostentatoires sont, à mon avis, ne doivent pas avoir préséance dans un établissement scolaire ou dans le cadre de sortie scolaire. Alors, le cadre de sortie scolaire, est-ce qu'on n'est pas dans l'espace public, là? On est dans l'espace public, certes, mais on est dans le cadre de l'accompagnement d'une école. Et il faut que les parents qui décident d'accompagner leurs enfants, ils acceptent cette idée qu'on n'influence pas les enfants d'une classe par le port d'un signe ostentatoire religieux. Enfin, je crois que mais l'ambiguïté de... Vous savez, il y a eu le grand débat sur la laïcité, c'est Jacques Chirac, et derrière, on a une circulaire de Luc Châtel. Donc 2012. Et justement, le Conseil d'État dit on ne peut pas interdire le voile lors des sorties. Savez, entre 2012 et 2019, peut-être que le Conseil d'État a évolué dans sa position. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne reconsulte pas très clairement sur cette question qui aujourd'hui, et on le voit bien sur les réseaux sociaux, qui divise profondément le pays, on ne peut pas dire, en même temps il est là, on ne peut pas faire un discours. Lundi dernier, il y a une semaine et quelques jours, dans l'hémicycle, le Premier ministre qui nous parle justement de la thématique de l'immigration, avoir un ministre de l'Éducation nationale qui nous dit c'est pas souhaitable. Mais le Premier ministre a dit le débat sur le communautarisme, oui, mais c'est autre chose. C'est pas le débat sur l'immigration. Certainement, mais certainement, mais en même, enfin, tout est quand même lié. Aujourd'hui, la place du voile dans l'espace public doit être acceptée. De la loi de 1905. C'est la loi de 1905, mais dans le cadre scolaire, elle doit être pas souhaitable. Pour moi, c'est pas suffisant. Alors, on va demander à Frédéric Michaud de nous dire comment réagissent les Français, eux, face au port du voile lors des sorties scolaires. Ils se prononcent pour ou contre, finalement? Alors, je pense, et d'ailleurs vous avez rappelé votre expérience, que beaucoup de Français ont pris conscience il y a quelques jours seulement, à l'occasion de cette affaire, de la situation que vous avez relatée. Je rappelle qu'il y a seulement un tiers des Français majeurs qui sont parents d'enfants. Alors il y a des grands-parents évidemment, mais tous les Français n'ont pas un lien immédiat, quotidien avec l'institution scolaire. Donc il y a une partie de l'opinion publique sans doute importante qui a pris conscience et connaissance de ce type de difficultés il y a quelques jours seulement, ce qui peut expliquer certaines réactions. La toile de fond, je dirais qu'elle est double. D'abord, on est face à un élément qui est récurrent dans le débat public depuis des dizaines d'années, sous des formes différentes. Le dernier avatar étant le Burkini il y a quelques mois. On a donc, pour une partie de l'opinion, le sentiment d'attaques communautaristes répétées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de contexte, c'est le suivant.
les Français considèrent en grande majorité que la laïcité est insuffisamment défendue en France. Il y a une sorte de faiblesse de la République face à des provocations communautaristes, face à des mouvements de radicalisation. 83% des Français, selon un sondage Opinionway pour la LICRA, que nous avons réalisé il y a un an, 83% des Français considèrent que la République ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre les mouvements radicaux politiques ou religieux. Donc il y a vraiment ce sentiment de faiblesse. Et puis, j'allais dire, en même temps ou en réponse, une demande de fermeté pour tenir sur les principes de la laïcité, les faire appliquer, notamment à l'école. 87% des Français, donc c'est 9 Français sur 10, qui nous disent qu'il ne faut pas tenir compte des demandes des religions à l'école. Donc là, on a une ligne qui est très claire de la part de l'opinion publique, et les derniers sondages qui ont été publiés par nos confrères disent nettement, c'était la même chose à propos du burkini, pour 2 tiers des Français adhèrent à l'idée de l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. En dépit des difficultés techniques et pratiques que ça peut On a poser. effectivement l'impression, en tout cas les Français, que on n'en fait pas assez dans cette lutte contre le communautarisme, dans cette montée de l'islam radical. Il va y avoir, comme l'a dit le Premier ministre ce matin en réunion de groupe, la possibilité d'en débattre avec cette question posée et la proposition de loi d'Éric Ciotti, le républicain, qui va demander à étendre justement l'interdiction de ce voile lors des sorties scolaires. Vous dites qu'il faut en débattre, prendre le temps, mais est-ce que la majorité est-ce qu'il peut y avoir une majorité pour voter ce texte à l'Assemblée ? Il faudrait que la République En Marche... Il est clair que dans notre groupe, il y a des sensibilités très différentes sur le sujet. Il y a des expériences aussi très différentes. Moi, je reste aussi un peu attachée à mes expériences. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, élevé au sein des QPV, donc de quartiers prioritaires où il y avait une forte population immigrée, j'ai pas de souvenir réellement de maman voilée à ce moment-là. Par contre, j'ai bien vu la progression à Vaux-en-Velin du simple voile jusqu'à des burqas. Et là, moi, ça m'a profondément choquée en tant qu'adulte. Non pas que des femmes puissent, enfin quoique. En tout cas, cette progression. Mais par exemple, je crois que la question du communautarisme dans nos quartiers, elle doit être affrontée et on doit s'y atteler exactement avec la même ambition et la même fermeté. Mais par exemple, celle de l'immigration. prenons le cas de la burqa, par exemple, qui est donc interdite en France, pas parce que c'est un voile, mais tout simplement pour des raisons de sécurité, parce qu'on dissimule le visage. Est-ce qu'il y a suffisamment de sanctions quand des femmes portent la burqa? Je crois qu'il y en a à peine 200 par an. C'est très difficile. Aujourd'hui, même les forces de l'ordre ne sont pas forcément... on va dire formés et suffisamment à l'aise avec ça, ne se sentent peut-être pas forcément soutenus non plus d'ailleurs pour faire ça et pour verbaliser, bien qu'il y en ait eu et qu'à chaque fois d'ailleurs on en ait entendu parler largement dans la presse. Maintenant, au-delà de ça, je crois que, et Gérald Darmanin l'a rappelé ce week-end parce que ça l'a aussi interpellé à Tourcoing, on va avoir une échéance électorale avec les municipales. On risque de voir arriver des listes communautaires. Il faut absolument qu'on s'empare de ce sujet pour avoir une ligne claire. Ça, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'autorisation aujourd'hui de liste communautaire. Vous voulez l'interdire? Moi, je crois qu'il faut qu'on y soit effectivement très attentif et si ce n'est dans la loi, en tout cas politiquement, il faut qu'on le combatte. Donc il faut ouvrir très vite le débat et le refermer aussi vite pour que ce soit interdit, si je comprends bien. Moi, je pense qu'au-delà d'une interdiction, il faut qu'il y ait un vrai combat politique. Ça me paraît très clair. Encore une fois, moi, je suis pour la laïcité telle qu'elle est définie dans la loi de 1905. Ça, c'est très clair, mais notre société évolue et il faut qu'on sache aussi prémunir nos concitoyens contre des montées de communautarisme qui ne sont ni souhaitées ni souhaitables, très clairement, et là je reprends le terme de Jean-Michel Blanquer, dans notre République et dans notre société aujourd'hui. Donc il y aura la proposition de loi d'Éric Ciotti que vous allez porter, les Républicains ici à l'Assemblée. Vous avez bon espoir qu'elle puisse être adoptée, celle-là? Bon espoir, je ne sais pas. Moi, j'espère que au moins la prise de conscience actuelle va permettre une réflexion plus large que simplement les clivages politiques qu'on connaît. Parce que si on veut réaffirmer tous, au moins il y a un sujet qui va nous rassembler tous. C'est le principe de la laïcité.
Et ça, je crois qu'on est fondamentalement attaché. Mais ce que vient de dire monsieur tout à l'heure est assez intéressant sur le fait que le sentiment aujourd'hui, que les Français ont le sentiment, et je pense à juste titre, que la République, les instances de la République ont lâché sur ce principe de la laïcité, sous couvert d'une intégration. Ce grand terme très généraliste. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est devenu très passéiste sur cette thématique-là, et que parce qu'on veut, on prône le multiculturalisme, ce que je peux tout à fait entendre, on prône le vivre ensemble, mais sauf qu'il faut être ferme sur les règles qui définissent ce vivre ensemble, et que la laïcité est un grand principe qu'on doit d'abord mettre en avant. Alors, on va tout de suite repartir dans les tribunes de l'Assemblée nationale, puisqu'à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a une question sur le port du voile dans les tribunes, ou même pour les députés. Une question qui se pose. Alice Rougerie, on vous retrouve justement dans ces tribunes. Que dit le règlement, finalement, de l'Assemblée? Alors, deux distinctions. D'abord, dans les couloirs du Palais Bourbon ou dans les tribunes, là où je me trouve actuellement, le port du voile, ou tout autre signe religieux ostensible d'ailleurs, est autorisé. Et ça arrive d'ailleurs quand les députés ici assistent aux séances, les visiteurs, pardon, assistent aux séances. Quant aux députés, eux, qui se trouvent juste devant moi dans l'hémicycle, le règlement a changé récemment. C'était en tout début de l'année dernière, sous la présidence François de Rugy. L'article se niche dans une annexe du règlement de l'Assemblée et il stipule que les députés doivent porter une tenue de ville, mais que tout signe religieux ostensible est prohibé. C'est écrit noir sur blanc et c'est ce qu'a confirmé exactement François de Rugy. C'était il y a quelques minutes à notre micro. Écoutez. Notre intention en 2018 était très claire. C'était de faire en sorte que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il n'y ait pas de signes religieux ostensibles. Qui pourra distinguer demain ce qui serait de l'ordre de la croyance individuelle et d'une habitude vestimentaire, en quelque sorte, de ce qui serait de l'ordre d'une provocation dans le débat, pour perturber un débat, voire d'un ou d'une députée qui viendrait volontairement avec un insigne religieux qu'il ne porte pas habituellement, voire quelqu'un dont ce ne serait pas sa confession, mais pour en faire un outil de combat politique. Moi, j'ai préféré, en l'occurrence, que ce soit clair, qu'il y ait une règle claire. Mais, parce qu'il y a un mais, pour la nouvelle présidence de l'Assemblée, l'entourage de Richard Ferrand donc assure que la question n'est pas aussi tranchée. Concrètement, ce qui est interdit aujourd'hui, c'est d'utiliser le voile pour l'instrumentaliser, pour par exemple un coup d'éclat en séance dans l'hémicycle ici. Mais si une députée voilée pratiquante donc fait son entrée dans l'hémicycle, eh bien la nouvelle présidence assure qu'elle ne sera pas éconduite. Vous le voyez, l'article dépend de l'interprétation, ou plutôt du discernement, c'est le terme du président de séance. Et Alice Rougerie pour ces précisions, c'est-à-dire qu'il y a un petit hiatus finalement entre Richard Ferrand et l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Ça veut dire que tout texte est toujours soumis à interprétation, et là on le voit réellement. Vous, ça vous choquerait par exemple une collègue députée qui viendrait avec un voile sur la tête poser une question à l'Assemblée ? Très honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas quelle serait ma réaction. J'ai pas été confrontée à ça. Par contre, j'ai été très interpellée quand c'est arrivé aux États-Unis, où effectivement, pour la première fois, lors des dernières élections du Congrès, il y a eu effectivement ce cas qui s'est posé avec une députée voilée. Et c'est vrai que on n'a pas le même modèle qu'aux États-Unis, mais la question a commencé à se poser. Tant que j'y ai pas été confrontée, je vous dirais que je me suis pas posé la question jusqu'au bout, mais je comprendrais que ça puisse créer de l'émoi, parce que on n'y a jamais été confronté. En même temps, il faut qu'on constate aussi que des femmes choisissent librement en France d'être voilées, et que ça fait partie de leur liberté. Alors, je pense que dans la laïcité, la notion de liberté, elle est individuelle, elle ne doit pas être oubliée, mais bien évidemment, dans le cadre, et là on est complètement d'accord, dans le cadre des règles de la République. Vous êtes d'accord, vous, avec cette interprétation? C'est la liberté de porter le voile. Il y en a qui le font par conviction et d'autres par quand j'entends M. de Rugy parler d'habitude vestimentaire pour le port du voile, franchement,
de qui on se moque. Une habitude vestimentaire, mais c'est beaucoup plus loin qu'une habitude vestimentaire. C'est une appartenance à une religion qui est clairement affichée. Donc il y a un message politique nécessairement pour vous derrière. C'est évident. Moi, que dans leur sphère privée, familiale, professionnelle, les gens, chacune et chacun fait ce qu'il veut, à la condition que ce ne soit pas une entrave à une liberté collective. Mais dans l'espace public et au sein de l'Assemblée nationale, on a eu le débat sur les écoles par rapport aux enfants, mais au sein de l'Assemblée nationale, on laisse à l'extérieur de l'hémicycle, avant de rentrer, nos convictions, nos combats personnels. On est sur des sujets de société qui concernent l'ensemble des Français. Enfin, quelle image on donnerait? Moi, ça me tétanise. Mais on voit parfois Valérie Boyer, qui est députée Les Républicains, porter ostensiblement une croix, par exemple. Est-ce qu'on peut s'offusquer d'un voile, d'une kippa, d'une croix de la même manière? Mais écoutez, j'ai pas l'impression que la croix, elle soit si visible que ça. Enfin, je la remarque pas systématiquement, la croix de Valérie Boyer. Mais un voile, ce serait vraiment visible. Vous voyez, il y a une nuance. Mais la croix de Valérie Boyer, enfin, vous me parlez de cette... On va prendre un autre exemple. Demain, on aurait une collègue qui viendrait avec une perruque parce que... elle devrait cacher ses cheveux. Voilà, elle devrait cacher ses cheveux, ce qui arrive dans certaines religions Oui, aussi. malheureusement. C'est beaucoup moins visible et pourtant ça a la même signification que le voile. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Et là, je pense que la question, elle se pose exactement de la même manière. Ça se voit pas. Est-ce qu'on saurait... Ça se remarque. Ça se remarque en règle générale. La perruque, c'est par rapport à un problème de maladie, j'imagine. Non, pour cacher ses cheveux, ça peut arriver aussi. Et les Français, ils font une différence, par exemple. Ils disent, bon, on interdit le voile majoritairement, mais ils disent pareil pour la kippa, ils disent pareil pour un signe extérieur, une croix pour les catholiques, par exemple. Alors les questions qui se sont posées au cours des dernières années ont surtout concerné les signes religieux de la religion musulmane. Donc c'est surtout sur ça qu'on les a interrogés. C'est pas la même tradition historique et culturelle de la France, mais là on voit bien qu'on est aussi face à des éléments qui sont extrêmement profonds et qui concernent les mutations de la société française et vers quel type de société on se dirige. Est-ce qu'on reste dans la tradition française républicaine ou est-ce qu'au contraire on évolue petit à petit vers plus de multiculturalisme et puis une société un peu plus américanisée entre guillemets. On va être obligé d'avancer dans cette émission. On va parler du budget. Il est actuellement à l'étude en commission pour la partie recettes. Alors quelles en sont les grandes lignes? Éléments de réponse avec Hélène Bonduel. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, cher Bruno, mesdames et messieurs les députés, nous voilà repartis pour quelques jours, quelques nuits, quelques semaines, quelques mois sur ce débat budgétaire. Près de 3000 amendements. Le marathon budgétaire lancé hier soir en séance publique est cette année teinté de jaune. La contestation sociale de l'hiver dernier, la crise des Gilets jaunes, marque ce troisième projet de loi de finances du quinquennat. Résultat, 9,3 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages et la fin de la taxe d'habitation d'ici 2023. Avec ce budget 2020, nous faisons des choix politiques clairs. Nous faisons d'abord le choix du travail et de mieux rémunérer les Français qui travaillent. Pour la gauche, au contraire, ce budget accroît les inégalités. Les socialistes ont même défendu en vain une motion de rejet. Comment accepter un budget qui est incapable de refermer les fractures qui se font jour au sein de notre société, qui met à mal les ressources des collectivités territoriales et nos services publics, qui ne prépare pas l'avenir et n'est pas à la hauteur du défi climatique et qui sera, dans quelques mois très certainement, incapable de donner à la France tous les moyens pour répondre aux bouleversements à venir. Pour la droite, au contraire, il laisse filer les déficits publics et il aggrave l'endettement. Baisser les impôts est un objectif que je partage, que tout le monde partage et que tous les contribuables partagent. C'est en effet populaire. Mais vous le faites à crédit et à rebours. De son côté, le rapporteur général veut faire le ménage parmi les 468 niches fiscales qui existent. Un manque à gagner, dit-il, de près de 100 milliards d'euros chaque année. Sandra Mottin, est-ce que c'est un budget gilet jaune ? C'est un budget qui clairement tire certains enseignements de ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Ça, c'est évident, mais pas uniquement. C'est surtout un budget qui continue finalement sur la ligne de rendre du pouvoir d'achat aux Français
Si on prend la mesure effectivement de baisse massive des impôts sur le revenu, pour la première tranche, c'est 5 milliards d'euros rendus aux Français. Et là, on peut se dire que c'est teinté de jaune. Mais quand on regarde la taxe d'habitation, par exemple, et le fait d'exonérer les 20% restants des Français qui la touchent encore, très clairement, c'est une mesure que nous avions actée du fait, ne serait-ce que de la décision du Conseil constitutionnel qui nous avait renvoyé au fait qu'on ne pouvait pas dire qu'un impôt était injuste pour 80% de la population. Et pas pour les 20% restants. Donc on est sur 9 milliards de baisse d'impôts en tout, dont 5 milliards d'impôts sur le revenu. Qu'est-ce qu'on fait? On applaudit à droite, on dit chouette, on baisse les impôts. Ah oui, on est sur une baisse annoncée. Et la réalité, c'est qu'il y a 18 milliards de recettes fiscales de plus entre le projet de loi de finances 2019 et le projet de loi de finances 2020. Parce qu'on est meilleur pour les recouvrer. Alors voilà, mais pas une augmentation des prélèvements obligatoires pour autant. Non, pas une augmentation des prélèvements obligatoires, mais il y a tellement de prélèvements annexes qui augmentent que c'est pas lisible. Ça, c'est la première chose. Moi, je dis qu'aujourd'hui, baisser l'impôt, comme l'a dit Éric Woerth très judicieusement, c'est bien, on est d'accord. Mais pas sur de la dette et sur du déficit, parce que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, le budget, c'est 3D. C'est dépenses, dette et déficit. Dépenses, parce qu'on augmente encore la dépense. Alors, le déficit, 2,2%, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été sous les 3% le déficit. Oui, c'est la plus faible baisse, 0,1. 0,1%, c'est quand même une baisse. C'est la plus faible baisse depuis 10 ans, justement. Et on est quand même, alors on est à 2,2 du déficit, mais il augmente quand même, on est à 93 milliards de déficit. Enfin, si vous regardez entre l'année dernière et cette année, il progresse de façon considérable. C'est plus 25 milliards. Donc, moi, je veux bien que tout aille bien, mais quand on fait 25 milliards d'euros de plus de déficit, c'est pas une réussite. Vous avez tourné le dos, finalement, un peu à la baisse du déficit, baisse de la dette Non, certainement pas. Par contre, on fait aussi, on fait de la réelle politique, je vais le dire très clairement. À un moment, on ne peut pas non plus faire de la baisse de la dette contre les Français et contre le niveau de vie des Français. Donc, on a entendu des choses, et vous les avez entendues comme nous en fin d'année dernière. Et d'ailleurs, vous avez voté les mesures d'urgence économique et sociale. Mais c'est pas ça le sujet. Donc, arrêtez de dire que vous baissiez l'impôt alors que c'est faux. Si, on le baisse, mais on le recouvre mieux. Les dépenses, elles progressent. Le ministre parle de réfrigérer la hausse des dépenses. 0,4%. Tout en sincérisant le budget. C'est 20 milliards. Quand on sait que dans le même temps, d'une année à l'autre, quand on sait que dans le même temps, on a une baisse des taux d'intérêt qui est phénoménale, où on gagne encore 6 milliards, enfin je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire qu'il y a une vraie progression faciale. C'est ça la réalité. Frédéric Michaud, quelle perception finalement ont les Français? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont avoir des grosses baisses d'impôts et qu'ils ont plus de pouvoir d'achat? Ou est-ce que leur sentiment, c'est que finalement c'est toujours difficile de joindre les deux bouts? C'est plutôt la deuxième hypothèse, évidemment. C'est toujours plus facile de constater une hausse des impôts, ce qui a été le cas à plusieurs reprises au cours des dernières années, et pas seulement sous le quinquennat actuel, une hausse des impôts qu'une baisse. Quand on recouvre du pouvoir d'achat, mais évidemment, on ne le mesure pas immédiatement et on considère que c'est la moindre des choses et que ça devrait aller beaucoup plus vite et dans des proportions beaucoup plus fortes. La vraie difficulté depuis plusieurs années, c'est qu'on est passé d'une préoccupation qui était centrée sur le chômage, sur l'emploi, qui a été pendant des années la première préoccupation des Français, à une préoccupation qui devient le pouvoir d'achat, qui s'est exprimée évidemment dans le cadre des Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que l'emploi ne reste pas une inquiétude, mais elle s'atténue un petit peu dans son intensité. Et donc le budget, quand le chômage baisse, c'est le pouvoir d'achat qui remonte. C'est un peu mécanique. Finalement. Le budget doit répondre aussi à cette demande de pouvoir d'achat, avec cette difficulté qu'évidemment, c'est moins lisible pour l'opinion publique qu'une hausse des prélèvements. Bon, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On va vous rester encore quelques instants avec moi puisqu'on va aller retrouver Clément Perrot à l'Assemblée nationale. On sait que ce matin s'est tenue la réunion du groupe Les Républicains. Première réunion depuis l'élection de Christian Jacob à la tête du parti. C'était ce dimanche. Une élection pour le remplacer à la tête du groupe à l'Assemblée sera organisée le 6 novembre. On l'a appris ce matin. Alors Clément, est-ce que la guerre de succession est déjà ouverte chez les Républicains?
Alors la guerre de succession, Brigitte, elle sera ouverte demain puisque à partir de demain, eh bien, les candidats pourront déposer leur candidature donc pour succéder à Christian Jacob à la tête du groupe des Républicains. Mais en réalité, en coulisses, la bataille, elle a déjà commencé depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines. Tous les candidats se préparent, ils activent leur réseau. Alors selon nos informations, il serait au moins 5 sur la ligne de départ. D'abord, Virginie Duby-Muller, elle a 39 ans, elle est députée de Haute-Savoie, elle représente la jeune garde des Républicains qui a envie d'accéder à davantage de responsabilités. Candidat pratiquement certain également, Daniel Fasquelle, 56 ans, il est député du Pas-de-Calais, il est trésorier des Républicains, il fait valoir son expérience. Également candidat plus que probable, Philippe Gosselin, 53 ans, député de la Manche. Il nous explique que de nombreux députés le poussent pour qu'il soit candidat et il se dit tenté par le challenge. Olivier Marlex, 48 ans, député d'Eure-et-Loir, devrait également être candidat. C'est ce que confirment de très nombreux députés des Républicains, même si lui, pour le moment, ne confirme pas et n'infirme pas non plus. Dernier candidat enfin, Damien Abad, 39 ans, député de l'Ain. Il ne confirme pas non plus, mais de très nombreux députés des Républicains nous confirment qu'il sera très probablement candidat. Voilà les 5 noms qui se dégagent pour ce qui devrait être une bataille éclair, puisque le vote, vous l'avez dit, aura lieu le 6 novembre, soit dans 3 semaines. Merci Clément Perrault pour toutes ces informations. Marie-Christine Dalloz, vous n'êtes pas candidate ? Je ne suis pas candidate et je suis ravie de l'élection de Christian Jacob. C'est un scoop, vous êtes ravie de Christian Jacob. Sur les 5 candidats-là, est-ce que vous en avez entendu d'autres qui seraient intéressés par la présidence du groupe ? Je peux imaginer qu'il y en aura d'autres, mais à ma connaissance aujourd'hui, on est déjà à 5. Il y a déjà un choix large aujourd'hui. Et alors vers qui va votre préférence aujourd'hui entre tous ces candidats ? À ce moment précis, je n'ai pas arrêté mon choix puisque je viens de découvrir. Je n'étais Quelle pas surprise à la réunion du groupe ce matin. Non, je n'étais pas à la réunion du groupe parce que j'avais une audition ce matin à l'extérieur et donc je viens de découvrir les 5 noms. Il y en avait quelques-uns qui circulaient, il y en a d'autres qui circulent. On va attendre demain pour avoir les candidats officiels. Vous allez le regretter, vous, Christian Jacob ? Écoutez, je crois que ça a été... Non, mais ça a été un président de groupe constructif avec qui je crois qu'on a bien pu travailler pour ce qui est du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Notamment sur le nouveau règlement qui, même si bon, il a pu provoquer quelques émois, je sais qu'en coulisses les choses se sont bien passées avec Christian Jacob et j'espère que le prochain président ou la prochaine présidente du groupe LR sera quelqu'un d'aussi enfin, dans le discours, en tout cas, enfin dans aucun doute à droite. Merci Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura. Merci Sandra Motin, députée La République En Marche de l'Isère. Merci Frédéric Michaud, directeur des études à Opinionway. On passe à présent au focus dans cette émission.